Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver, bien sûr, comme à chaque fois, vous le savez maintenant, depuis presque 3 ans que j'anime cette chaîne YouTube. Alors merci encore pour vos encouragements, j'ai eu de nombreux messages suite au dernier film que j'ai publié, ça me fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous savez ô combien c'est important sur YouTube et surtout pour, non pas mes annonceurs, parce que je vous rappelle que je ne suis pas monétisé, donc il s'agit bien simplement d'avoir une surface suffisante de publication de façon à pouvoir avoir un petit peu du matériel auprès des marques et des fournisseurs qui peuvent me prêter du matériel afin que je puisse vous proposer ces tests. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une petite notification avec la cloche activée, bien sûr l'abonnement, et puis un petit message de temps en temps. J'y réponds à tous, si, absolument à tous. Alors aujourd'hui, pour donner suite au précédent test de l'objectif 28-75 d'origine Tamron, eh bien on retrouve là aussi un objectif qui vraisemblablement est également d'origine Tamron, puisqu'il s'agit du 70-180, qui prend la suite tout à fait logique du précédent. Et il va être opposé à la référence absolue des 70-200, c'est pour moi le meilleur du marché, j'ai nommé le Z70-200 VR S. Et oui, encore une série S, et là, croyez-moi, c'est un objectif superlatif qui a une qualité optique formidable. J'adore son rendu, il a une progressivité dans les fondus d'arrière-plan qui sont là aussi absolument géniaux. Bref, vous l'avez compris, je suis complètement fou de cet objectif, et si vous avez besoin d'une référence en photo de sport ou éventuellement en animalier rapproché, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cet objectif si vous êtes équipé en Nikon. Non, c'était pas la conclusion. Allez, on va essayer de voir les images, les tests et la comparaison, bien sûr, avec ce 70-180 qui ne démérite pas. Alors pour commencer, bien sûr, on va parler prix, parce que là aussi c'est certainement un des points les plus importants, peut-être le plus important. On est à 1450 € d'un côté et 2800 € de l'autre. Et oui, c'est pas rien comme différence. Avec le poids et l'encombrement, là aussi, c'est presque du simple au double. 795 d'un côté, 1440 de l'autre. C'est vraiment à l'avantage du 70-180 et de très très loin. Et autant la semaine dernière, dans la comparaison du 28-75 par rapport au 24-70 de la série S, j'avais dit que je trouvais la différence sur le terrain, à la fois du poids et de l'encombrement, relativement négligeable. Là, c'est loin d'être le cas. Le 70-180 est vraiment un objectif que l'on peut trimballer absolument partout, avec une facilité d'utilisation extrêmement importante. Allez, pour l'instant, on se concentre sur, bien sûr, un point très important, les qualités optiques que l'on peut retrouver sur ces deux cailloux. Attaquant la comparaison à 70 mm, à la pleine ouverture, c'est forcément là où c'est le plus révélateur. À gauche, le 70-180 toujours, à droite, le 70-200, pour s'apercevoir que rapidement, si on grossit à 200%, on va se retrouver confronté à une petite différence, mais une différence quand même notable de définition, de précision et de micro-contraste à l'avantage du 70-200. Regardons maintenant à 180 mm ce qui se passe. Bon, là je suis à 175, c'est de toute façon la petite marge d'erreur du réglage du zoom et qui n'induit absolument aucune différence de toute façon. On va immédiatement grossir à 200% pour voir là aussi ce qui se passe, pour retrouver une différence encore plus marquée. Alors attention, hein, on est à 200%, là j'aime bien vous préciser les choses, et donc on est en train d'exacerber des différences qui sur le terrain et sur, je dirais, des images normales ou même des beaux tirages, sera vraiment quand même assez minime. Donc là, effectivement, au centre de l'image, on a toujours cette même petite différence, à la fois en termes de précision, de définition et aussi un petit peu de micro-contraste. C'est toujours à l'avantage du 70-200. On est avec le 70-180 à 70 mm à la pleine ouverture et à 100 ISO. On va vérifier déjà un petit peu la différence lorsque l'on ferme petit à petit cette ouverture. Voilà, je vous ai mis les deux images côte à côte, on voit bien la différence de vignettage. On va immédiatement passer à 200% sur les deux, et pour s'apercevoir que on a une très très légère progression, mais alors vraiment elle est infime au centre. Je le vois moi sur mon écran, je pense que sur YouTube vous ne voyez pas de différence. Donc à 4, on va dire que ça ne progresse que très très peu sur le centre de l'image.
l'image. Voyons voir dans les angles. Dans les angles, on voit deux choses de façon très très nette. Déjà le vignettage, vous voyez bien que sur l'image de droite à f4, c'est quand même beaucoup plus clair. Sur l'image à gauche à f2.8, c'est plus sombre. Et puis on a aussi une petite précision supplémentaire, un petit peu plus de contraste, c'est meilleur tout simplement. Voyons voir si on passe à 5.6, si ça progresse encore un petit peu. Et oui, à 5.6, ça progresse encore un tout petit peu, on arrive à quelque chose qui est vraiment très bon, très homogène, ça c'est quand même assez intéressant. Donc si vous voulez vraiment la plénitude des capacités de cet objectif, il va falloir fermer quand même un petit peu. Alors c'est à la fois bien et pas bien. Pourquoi ? C'est bien parce qu'on sait qu'on a une marge de progression, et lorsqu'on veut faire par exemple du paysage, on va se mettre à 5.6 ou à 8, et puis là on aura vraiment quelque chose qui sera très très bon et très homogène. Par contre, moi, ces objectifs-là, je les utilise très 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 souvent à la pleine ouverture. C'est à 2.8 que je veux utiliser ce type de zoom, avec justement une séparation des plans, avec une définition déjà optimale dès la pleine ouverture. Et là, on s'aperçoit que le 70-180 sera un petit peu en dessous. Alors, on l'a vu tout à l'heure, plein centre, c'est quand même beaucoup moins marqué que dans les angles, et donc on sait que par exemple en photo sportive, en mariage, en portrait, c'est vraiment le centre de l'image qui nous intéresse, le reste est déjà flouté avec le bokeh d'arrière-plan, donc voilà. Alors voyons maintenant à fond de range, à 180 mm, si le fait d'être à pleine ouverture est pénalisant également. Allez, on s'y recolle avec le petit album de Spirou, paf, et là on s'aperçoit qu'au centre on a toujours cette petite différence. Vous voyez, là on voit bien sur les lettrages, là c'est un petit peu plus précis, un peu plus défini dès qu'on est à f4. Voyons voir à f5.6. Et à 5.6, on gagne encore un petit peu, même au centre, c'est encore meilleur. Donc voilà, ça confirme exactement ce qu'on a constaté à 70 mm, à 100, 135 et 180, on a les mêmes choses. Voyons voir maintenant dans les angles. Alors dans les angles, la progression est quand même assez limitée lorsqu'on ferme à 4. Elle est un petit peu plus nette lorsqu'on ferme à 5.6, mais c'est surtout au niveau du vignettage. Vous voyez, l'image est un peu plus claire. Au niveau de la définition, je suis assez circonspect. On va dire que à 180 mm, l'image est relativement homogène, 2.8, 4, 5.6, à part le vignettage qui disparaît à 5.6. On n'a pas vraiment de grosse progression. Allez, on compare donc le 70-200 à gauche et le 70-180 à 70 mm et à la pleine ouverture sur les deux objectifs. Allez, on agrandit tout de suite parce que sans ça, on ne voit rien. Alors au centre de l'image, on a toujours ce petit avantage sur le 70-200. C'est pas énorme, mais ça confirme bien tout ce que j'ai pu vérifier dans les autres tests. Et sur les autres images, le 70-200 est toujours supérieur au 70-180, quelle que soit l'ouverture et la focale. On a toujours ce petit supplément de définition, de précision et de micro-contraste sur le 70-200S par rapport au 70-180. Alors là, on voit ça au centre de l'image. Voyons voir sur les angles. Alors dans les angles, c'est là où c'est certainement le plus net et il y a la plus grosse différence. Ça n'a pas forcément d'importance si vous êtes comme moi à utiliser ces zooms en activité sportive, en photo sportive, en reportage sportif ou animalier, parce que on est centré sur le sujet au milieu de l'image et souvent les angles et les bords sont flous, sont noyés dans le bokeh, donc ça n'a pas forcément une très très grande importance. Mais si vous voulez faire un peu de paysage, et c'est très agréable de faire du paysage à 200 mm avec un 70-200, vous sachez que ce 70-200 sera de toute façon parfait, très bon, excellent même dans les angles et sur les bords, et que le 70-180, il ne démérite pas, mais c'est vraiment dans les angles que l'on a cette différence la plus notable, la plus marquée, avec le 70-180, là c'est très net sur les images. Alors une fois de plus, je le dirai jamais assez, à 200%, c'est quand même exacerbé ces défauts, donc ça sera pas forcément très très gênant, sauf dans certains cas, si vous voulez faire par exemple de la reproduction de tableaux. Je sais bien que c'est pas forcément l'idéal, ce type de zoom dans un musée, mais ça peut être aussi la seule focale qu'on a sous la main, ou je vous le dis, dans du paysage, le 70-200 sera forcément meilleur et plus homogène que le 70-180. Alors à bout de range, qu'est-ce que ça donne ? On est à 180 mm, pas tout à fait au bout, puisqu'on a accès à O200 sur le 70-200, mais pour les comparaisons, c'est plus facile d'être à 70. Là, honnêtement, au centre de l'image, je trouve que les deux images sont quand même très similaires, très comparables. On a très peu de différence, un tout petit peu plus de contraste
sur le 70-200 par rapport au 70-180, mais c'est vraiment à la marge, donc c'est quand même intéressant de se rendre compte que cet objectif, qui est quand même beaucoup moins cher, le 70-180, tire quand même bien son épingle du jeu sur le centre de l'image. Voyons voir sur les bords. Et sur les bords, on retrouve là aussi une toute petite différence au niveau en termes de définition, de précision, de contraste à l'avantage du 70-200, mais c'est quand même vraiment réduit. On peut imaginer quand même se satisfaire grandement de ce 70-180 sur une utilisation à 180 mm et à la pleine ouverture, ce qui est quand même certainement une des utilisations majeures de ce type de zoom. Essayons de fermer un petit peu ces ouvertures pour voir s'il y a une vraie différence. Voilà, toujours à 180 mm, et on s'aperçoit que la différence perdure. Là, j'ai fermé à 5-6, et on retrouve ce petit contraste, cette petite précision supplémentaire. Mais c'est quand même franchement relativement à la marge. Donc voilà, je pense que avec cet ensemble de vues, vous avez quelque chose qui est assez complet. Et la différence, elle existe. Elle est bien sûr à l'avantage du 70-200, et heureusement quand même. Entre le poids et le prix, c'est un petit peu normal. C'est une série S. Mais le 70-180 ne démérite pas et s'en sort vraiment très bien. Il y aura vraiment que dans des circonstances très particulières où vous verrez cette différence. Donc de ce côté-là, on va dire que oui, le 70-200 est meilleur, mais que le 70-180 tire vraiment bien son épingle du jeu. Allez, on retourne au PomTrack avec notre ami Lelio qui va s'y coller une nouvelle fois. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est très net tout le temps. Donc on part sur l'image de départ avec donc à 180 mm, donc à fond de range, à 2.8, pleine ouverture, millième de seconde pour être relativement net. Et puis on voit que pour être net, c'est net, il n'y a pas de souci. Si je fais défiler les images rapidement, on va s'apercevoir que ça reste hyper bon, ça reste hyper net tout le temps. Et si je vais au bout de la rafale, je suis à 20 images secondes avec le Z8, là c'est toujours parfait, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Voilà, là je suis vraiment au plus près, c'est l'avant-dernière image de la rafale, on est toujours aussi net, regardez ça, c'est impressionnant, c'est vraiment parfait. Très très bon. Et l'image suivante, c'est un petit peu moins bon, tout simplement parce qu'on arrive à la distance minimale de mise au point de l'objectif. Alors si on prend le 70-200, on arrive grosso modo à peu près au même résultat, c'est presque même encore un tout petit peu meilleur, la vitesse d'acquisition est encore un tout petit peu meilleure, le suivi, je le qualifierais de vraiment presque parfait avec le Z8 ou le Z9, c'est vraiment impressionnant, vous voyez que là on arrive à des choses incroyables, et là on est de nouveau à la distance minimale de mise au point, c'est donc tout à fait normal. Sur l'image d'avant, on peut regarder de tous les côtés, c'est parfait. Vous voyez que là, Lelio, on peut lui compter les poils de la moustache qu'il n'a pas encore. Et l'efficacité de ces deux objectifs a été confirmée lors d'un reportage sur un enduro. Je suis passé d'un objectif à l'autre sans aucun problème, sans discernement, avec un résultat tout à fait convaincant. Alors on l'a vu en photo, ça fonctionne très bien cet AF, dans la plupart des cas, il y a fort peu de différence entre le 70-200 et le 70-180. Alors qu'en est-il en vidéo? Alors la vidéo c'est encore plus exigeant, vous imaginez bien que vous avez soit 24, 25, 30 images secondes, ou parfois 60, voire même 120 images par seconde, et il faut que cette mise au point soit réactualisée en permanence. Donc ça demande un énorme calcul, un énorme travail de la part des boîtiers. Il n'y a bien sûr que le Z8 et le Z9 chez Nikon qui arrivent à faire quelque chose qui soit propre. On va détailler ça immédiatement. Alors là ici je suis avec le 70-180 sur une séquence relativement courte, prise à 120 images par seconde, et on va pouvoir ainsi voir si l'autofocus suit parfaitement. Alors je vous montre déjà la séquence à vitesse réelle. Vous allez voir que sur le PomTrack on va pas forcément très vite, de l'ordre de 20 à 30 km/h, mais c'est déjà exigeant pour la F, et ça va nous donner une bonne possibilité d'étudier le comportement des deux optiques. Alors le point de départ est là, c'est déjà tout à fait net, et on va avancer au fur et à mesure dans la séquence, et on s'aperçoit que, vous voyez, par exemple là, j'ai un tout petit décalage, un tout petit mouvement de pompage, mais c'est presque imperceptible, hein. Il faut vraiment être arrêté ou en gros ralenti pour s'en apercevoir. L'objectif rattrape très vite, là c'est absolument parfait. Vous voyez là, cette belle progressivité du flou d'arrière-plan déjà, qui est déjà tout à fait sympathique. On continue, on avance, là c'est parfait, c'est très net, c'est très bon. L'hélio se rapproche, et on s'aperçoit là que l'autofocus fonctionne bien, jusque là tout va bien.
On a vraiment, si on est très exigeant, on va s'apercevoir qu'il y a des tout petits ajustements. Vous voyez, par exemple là, c'est plus tout à fait net, mais c'est anecdotique, hein. Dans une vision non arrêtée, même au ralenti, ça passera inaperçu. C'est vraiment pour détailler complètement cette analyse. On continue d'avancer. Là, pareil, on a un tout petit décalage. Normalement, ça devrait être parfaitement net là. C'est plus net sur le t-shirt que sur le visage. On continue d'avancer. Ah, là, ça a bien rattrapé, c'est parfait. Et on arrive vraiment sur quelque chose où là, on est quand même très près. Une fois de plus, on a un petit, on appelle ça un back focus en photo. On a une mise au point qui est très légèrement derrière le plan recherché, puisque j'avais mis détection, donc ZOD mode automatique avec détection du visage et des yeux, par voie de conséquence, y compris avec des lunettes. Et là, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait le suivi. Je suis très exigeant, hein, quand je fais ce test, donc là on va s'apercevoir que le 70-180 a un tout petit peu de mal à réagir assez vite. Les moteurs internes ne pédalent pas assez vite pour avoir cette continuité parfaite. Bon, c'est un cas assez rare, la plupart du temps ça fonctionne bien, je voulais vous le montrer, et on va voir que dans la même séquence, le 70-200 s'en sort un tout petit peu mieux. Donc là je suis avec le 70-200 exactement dans les mêmes conditions, l'hélio fait la même piste, je suis au même endroit, on est toujours à la pleine ouverture, hein, f2.8, donc on va pouvoir vraiment faire une comparaison tout à fait valable. Je vous montre la séquence à vitesse réelle. Voilà, allez, on va se remettre au début, et on va s'apercevoir de quoi? Eh bien, que le suivi est un tout petit peu plus efficace. Je vous le répète, c'est vraiment exigeant, hein. Certes, on n'est pas sur une Formule 1, mais le sujet arrive vraiment très près de l'opérateur. Donc, c'est de face, c'est presque ce qu'on peut faire de plus difficile en filmage vidéo 4K 120 images par seconde. Et là, vous voyez que, franchement, c'est juste parfait. On va se rapprocher encore davantage, encore. Ça continue, le suivi est parfait. Je suis vraiment sidéré par les progrès qu'a fait Nikon dans ce suivi d'autofocus, parce que là, sur le 70-200 et cette série S, oui, je me rapproche très près, mais vraiment aux limites de la mise au point mini, et que dire? C'est juste impeccable. Voilà, alors il y a une petite différence entre ces deux zooms, vous l'avez vu, parfois le 70-180 arrive à faire aussi bien que le 70-200 en vidéo en autofocus, mais la plupart du temps il y a une petite supériorité du 70-200 sur le 70-180. Alors pour le test de la mise au point minimale, eh bien le 70-180 l'emporte haut la main face au 70-200. Ça avait déjà été le cas dans le test du 28-75 face au 24-70. Vous voyez que là il y a quand même une grosse différence. Je suis vraiment à la mise au point minimale sur le 70-200. D'ailleurs c'est confirmé par les chiffres de Nikon, puisqu'on est à 0,50 m d'un côté et 0,27 m de l'autre, donc c'est quand même vraiment très différent. Et on a une possibilité de faire une proxy photo avec ce 70-180. Et si on passe sur les focales les plus longues, 200 mm d'un côté sur le 70-200 et 180 sur le 70-180, vous voyez que c'est encore le 70-180 qui l'emporte, parce qu'il a aussi la possibilité de rester beaucoup plus près de son sujet. On est à 0,85 m pour le 70-180, alors qu'on est déjà à 1 m pour le 70-200. Alors bien que l'on ait une différence de focale, eh bien c'est toujours le 70-180 qui permet d'avoir ce rapprochement plus important. Alors sur le terrain, ça se traduit par une jolie polyvalence, et vous voyez qu'on peut faire de la photographie presque macro, en tout cas rapprochée, avec une qualité qui ne démérite pas, même agrandie à 200%, on a quand même encore une belle précision d'image, et ça permet aussi de saisir des éléments petits que l'on n'a pas l'habitude de photographier, avec un zoom plutôt destiné à la photo sportive. Et vous voyez, je vous agrandis ça encore à 200%. Avouez quand même que c'est super sympa, et que ce sphinx est vraiment retranscrit de façon assez sympathique.
Alors on commence par la vidéo avec le 70-180 à 180 mm pour s'apercevoir que cet objectif, comme il est très léger et que moi je ne trempe pas beaucoup, eh bien il est particulièrement stable. On va voir si le 70-200 fait mieux avec sa stabilisation interne. Alors oui, effectivement, la stabilisation est encore meilleure avec celle de l'objectif en plus de celle du capteur. Vous voyez, ça lisse un peu les mouvements, même si des fois c'est un petit côté un peu artificiel, mais c'est quand même très bon. Alors pour être tout à fait complet, j'ai activé la VR électronique, c'est quelque chose que j'aime pas, je vous l'ai déjà dit dans précédentes vidéos, d'autant que ça croppe légèrement, donc on se rapproche encore un peu du sujet, et vraiment ça fait des petites saccades dans l'image, non c'est vraiment quelque chose que je n'utilise absolument jamais. Et en photo, me direz-vous, eh bien on va retrouver le même comportement, là je suis au 70-180 et on est au 8e de seconde. Alors photo comme ça a l'air plutôt bonne, mais il faut bien sûr agrandir un maximum à 200%, on s'aperçoit que là c'est pas tout à fait net. Bon, je suis au 1/8e de seconde, hein. Bon, moi c'est généralement je dirais des valeurs que j'arrive à pratiquement avoir nettes. On va monter très légèrement, 1/15e de seconde, bah, je suis toujours pas net. 1/20e de seconde, toujours pas tout à fait. Et il faut attendre le 1/50e de seconde pour être parfaitement net. Je vous remets l'image en grand, voilà ce que ça donne. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui fonctionne bien. Une fois de plus, le poids léger de cet objectif le sauve. Et à partir de 1/50e, voire pour ceux qui tremblent un petit peu plus, 1/100e ou 1/125e de seconde, comme cet objectif est léger avec le Z8, on se cale bien et on arrive à faire des clichés qui sont tout à fait nets. Voyons voir sur le 70-200 ce que ça donne. Voilà, avec le 70-200, dans exactement les mêmes conditions, toujours à la focale 180 mm, au 1/10e de seconde, là si j'agrandis l'image, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait net, et à ma grande surprise, j'ai refait le test de nombreuses fois, hein, parce que j'étais un petit peu surpris, je pensais que ça serait un avantage vraiment décisif pour le 70-200, eh bien non, au 10e de seconde, au 20e de seconde, ça paraissait presque bon, et puis au 30e, voilà, c'est pas tout à fait net. Il a fallu attendre le 60e de seconde pour avoir une image, je la remets en grand, qui soit parfaite et tout à fait exploitable. On est très proche, un 50e pour le 70-180, un 60e pour le 70-200. On est dans la limite du test et de la validité du test. Donc on sera assez proche en fin de compte. Et cette stabilisation interne de l'objectif ne va apporter un plus qu'en vidéo. En photo, c'est pas vraiment évident. Alors, une fois de plus, il faut pondérer ces résultats avec votre propre habitude et vos propres capacités. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ne tremblait absolument pas. Donc, voilà, je fais des images à des basses vitesses sans trop de soucis. Si vous tremblez un petit peu plus, c'est quand même quelque chose qui vous apportera un confort supplémentaire. Alors comme pour le 28-75, je trouve que l'ergonomie globalement sur les optiques d'origine Tamron, on va les appeler comme ça, par rapport au Nikon série ZS, étant quand même un petit peu moins bonne. Oui, par exemple là on a la bague de mise au point qui est trop petite, bien qu'elle soit un petit peu plus grande que celle du 28-75, qui est un petit peu près du corps du boîtier, ce qui fait que c'est un peu gênant, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus loin. Et puis la démultiplication pour mettre au point, même si elle est un petit peu moins démultipliée que le 28-75, est quand même moins pratique. Bon, par contre, la bague de réglage des focales, elle est quand même très pratique, elle est rapide, elle est bien positionnée, elle est très large, donc de ce côté-là, rien à dire. Mais je trouve que la finition est quand même plus légère et on a vraiment l'impression d'avoir un zoom plutôt de la gamme amateur, non pas une ouverture f2.8. C'est quand même loin des standards de la série S, ça c'est clair. Alors le 70-200 de la série S, hein, à l'instar du 24-70, a une finition irréprochable. Les bagues sont larges, elles sont bien placées, avec une course idéale. Ici, on peut modifier donc sa focale de 200 à 70. On a ici la bague de mise au point. On a bien sûr un collier de pied parce que bon, l'objectif est quand même relativement lourd et encombrant. Donc, ce collier de pied est assez pratique. On peut le démonter si on le souhaite. On peut bien sûr le régler dans toutes les positions. On a des boutons assignables partout et un display dont personnellement je ne me sers pas beaucoup, si ce n'est pour vérifier la focale exacte que je vais choisir lors de tests, mais sur le terrain, en photo ou en vidéo, je m'en sers quand même relativement peu. Mais d'une façon générale, on va dire que quand même cette finition, cette ergonomie est largement un cran au-dessus du 70-180.
Alors il y a chez Nikon un esprit de gamme et une logique imparable en termes de prix, de finition et d'ergonomie. Je fais un classement un peu des optiques que j'ai sous la main tout de suite. Vous voyez, il y a le 24-200, le 28-75, le 70-180 qui sont vraiment, je dirais, en termes de finition et d'ergonomie, dans une homogénéité assez grande, avec une bague de zooming bien placée, et puis cette bague de mise au point trop petite, trop près du départ du fût. Exactement la même chose sur le 28-75 et un petit peu moins sur le 70-180. C'est un petit peu mieux placé, un petit peu plus haut, mais toujours assez étroit. On a ensuite, on va dire, des objectifs un peu intermédiaires comme le 14-30 qui lui, au niveau qualité optique, est remarquable, mais pareil, la bague de mise au point est trop petite et trop près de la base du fût. Et puis les séries 1.8, les ouvertures 1.8 que j'adore, hein, toutes sont vraiment très très bonnes. Peut-être un petit bémol sur le 35, mais le reste, que ce soit le 20, le 24, le 50 et le 85 sont remarquables en termes de qualité et en termes de finition, c'est aussi vraiment de très belles factures. Et puis bien sûr, après, on a la série S. Alors le 1430 est une série S, mais je le mets un petit peu à part. Par contre, quand on arrive dans le 24-70, le 50, le 70-200, là on est vraiment sur une autre qualité, une autre présentation, une autre ergonomie, avec les displays, avec beaucoup de touches assignables, des bagues assignables, et vraiment une sensation de qualité quand on a l'objectif en main qui est vraiment différente. Après, les prix sont aussi extrêmement différents, extrêmement importants, surtout avec les augmentations de ces dernières années. Donc voilà, on sait ce que l'on achète, pourquoi on l'achète, et il y a une vraie segmentation dans la gamme Nikon qui est marquée entre à la fois les objectifs, je dirais presque d'entrée de gamme maintenant, la série 1.8 et puis ensuite les séries S beaucoup plus chères. Voilà les amis, nous sommes au terme de ce test comparatif entre le 70-180 et le 70-200. Alors je crois que ce qui résume le mieux en fait ce test, c'est à la fois le prix et le poids. D'un côté, on a un objectif qui est léger, qui est performant, qui est plutôt abordable si j'ose dire. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et ils résument totalement cet essai. 1450 € et 795 grammes pour le 70-180 et 2800 € et 1440 grammes pour le 70-200 S. Alors, bien sûr, le 70-200 est meilleur pratiquement tout le temps, dans tous les cas, un peu ou un petit peu plus. Vous avez vu un petit peu ces différents tests. Là aussi, il s'agit de mettre un petit peu la barre là où vous le souhaitez, en fonction de votre budget et de votre exigence. Mais le 70-180 ne vous décevra pas. Il y a quand même un point que je n'arrive pas forcément à transmettre totalement dans ce test, c'est cette impression de qualité, de transparence, de tridimensionnalité que le 70-200 de la série S apporte par rapport au 70-180. Vous allez dire que c'est peut-être infime, c'est peut-être quelque chose qui ne vous touche pas. Moi, en tout cas, quand je regarde mes images sur un bel écran ou sur un beau tirage, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement et je ne revendrai pas ce 70-200 avant des années et des années. Ce sont des objectifs qui coûtent cher, les séries S, mais qu'on garde vraiment très très longtemps, surtout avec cette nouvelle monture Z. C'est aussi un point à prendre en compte. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce test aura pu là aussi vous apporter quelques réponses. J'attends avec grande impatience maintenant le 180-600. Dès que je l'ai, c'est sûr, vous l'aurez en test aussi sur la chaîne. Et puis je terminerai cette série Nikon par le Z8 avec le test complet. Voilà, je vous dis à très très vite. Ciao, bye.